Je suis président d'honneur de Sauvons le Climat, mais notre président est absent et je voudrais l'excuser. Il est absent pour des raisons de santé et il m'a demandé de vous saluer bien tous et il vous souhaite une bonne poursuite de cette université d'été. Alors, moi-même, j'ai beaucoup officié dans le domaine de l'énergie, mais je ne suis pas climatologue, mais il y a suffisamment de bons climatologues au sein de l'association Sauvons le Climat pour me permettre de parler de façon un tout petit peu éclairée des changements climatiques. Je voudrais d'abord dire, pour celles et ceux qui ne sont pas de l'association, ils sont en minorité ce soir, quelques mots sur l'association de Sauvons le Climat qui organise cette université d'été. Nous sommes en fait un collectif d'associations. Je crois de mémoire qu'on est 7 sous ton contrôle, Christian. 5. Voilà, ce collectif a été créé en 2005. Donc nous avons exactement 20 ans aujourd'hui. Et quel est notre objet? Bon, l'association s'est formée autour de personnes qui étaient très sensibilisées sur les questions de changement climatique et d'énergie. Et ce sont des sujets sur lesquels, très vite, il est apparu que il fallait contribuer à enrichir la connaissance, il fallait continuer à informer et à essayer d'apporter de bonnes influences à tous les décideurs, mais également au grand public. On va en parler peut-être un peu plus ce soir du grand public. On a un peu tendance peut-être à ne pas le mettre en cible importante de notre mission. Donc en fait, cette association a un caractère scientifique très marqué, vous le sentirez. On apporte notre forme d'expertise à ces questions, mais on le fait évidemment pour nous, mais on le fait pour transmettre. Donc on a vraiment un souci important d'information de tous les publics, voire de vulgarisation, puisque on se rend compte que ces mécanismes de changement climatique, d'énergie, de production, comme de consommation et les effets induits par tout ça, sont des choses qui ne sont pas forcément appréhendées par beaucoup de gens qu'on côtoie. Et puis, on se permet évidemment d'agir auprès des décideurs quand ils se préparent à prendre certaines décisions, surtout quand on est convaincu que les décisions prévues ou étudiées ne sont pas les bonnes. Donc notre université d'été cette semaine, c'est vraiment un moment privilégié pour créer de la connaissance et de la partager au sein de l'association. On en fait une chaque année pour l'instant et à chaque fois, on a vraiment le sentiment de progresser dans notre connaissance des phénomènes en cours, etc. Et de leurs impacts surtout. On intègre dans l'organisation de ces universités d'été le besoin d'informer, de vulgariser. Donc toutes les présentations qui sont faites dans ce cadre sont enregistrées avec l'accord bien sûr des orateurs et mises en ligne sur notre site, ce qui permet d'y revenir. Et donc il y a déjà aujourd'hui sur notre site sauvonsleclimat.org un onglet ressources avec une bibliothèque de vidéos qui est déjà très très importante et qui s'adresse à différents publics parce que les enregistrements des conférences qu'on a ici sont pas forcément compréhensibles par un public peu averti. Et donc on a lancé une production d'autres vidéos adressées cette fois à un public nettement moins averti et on essaye de faire comme ça de la vulgarisation. On m'a demandé ce soir un exercice vraiment très difficile puisque
95% de l'assistance est constituée de personnes qui savent déjà plein de choses sur les changements climatiques, sur l'énergie et tout et tout. Mais je vais m'efforcer, moi, de m'adresser, au travers de vous quand même, à des publics un petit peu moins avertis. Cette conférence était ouverte à tout public ce soir, mais c'est vrai que pour diverses raisons, on n'a pas fait suffisamment de publicité pour accueillir un grand nombre de participants. Alors, moi, quand je fais des conférences ou quand je m'adresse à certains publics, j'aime bien toujours repartir de la perception par le grand public des changements climatiques et de la façon dont ils se manifestent. Et il est très clair, les enquêtes d'opinion que je cite là le démontrent très clairement, il est très clair que le grand public aujourd'hui est de plus en plus sensibilisé au changement climatique, voire je dirais au dérèglement climatique, par tous les événements, certains très graves, d'origine climatique, événements de tout type, vous avez les images, vous les connaissez bien. Et ça, c'est vraiment ce qui fait prendre conscience aux gens autour de nous de la réalité des changements climatiques. Je ne veux pas dire par là que le climato-scepticisme, il n'existe plus, il ne se manifeste plus. Non, ce n'est pas vrai. Mais le grand public commence à être bien accroché à la notion de changement climatique. Et les gens manifestent de plus en plus d'inquiétude vis-à-vis de ces événements. Alors je disais là, surtout dans la jeune génération, je modérerai un peu ces propos parce qu'en fait, je me rends compte, je ne sais pas si cette opinion sera partagée, que la jeune génération n'est pas forcément aussi mobilisée, aussi inquiète sur leur avenir que ne le sont leurs parents ou leurs grands-parents. Donc c'est une vraie question pour moi. Alors, le premier problème qui se pose quand on interroge les gens autour de nous, mais c'est qu'est-ce qu'ils comprennent réellement des changements climatiques et de l'évolution des climats et de leurs effets, de leurs conséquences pour eux et pour leurs enfants et petits-enfants. Justement, et ce qui m'appréhende le moins, c'est les effets plus lents, les effets à plus long terme des changements climatiques. Prenons la simple question de l'élévation du niveau des mers. C'est quelque chose que seuls les gens de certaines parties de notre littoral commencent à comprendre et à voir un peu ce qui peut en arriver. Mais ce n'est pas une préoccupation parce qu'on ne s'imagine pas facilement ce qu'une élévation de 50 cm, par exemple, va provoquer réellement comme modification, pas seulement du trait de côte, mais de bien d'autres choses avec. Quand on engage la conversation pour dire mais comment agir? Est-ce que vous comptez sur d'autres pour agir? Est-ce que vous agissez vous-même pour faire ce que vous pouvez pour réduire les effets du changement climatique, ralentir le changement climatique? Et là, on pose des questions difficiles. Évidemment, la majorité, l'énorme majorité des gens, et ils ont raison, ils comptent sur les États, sur les politiques, sur les décideurs d'une façon générale, pour prendre les bonnes directions, mener les bonnes actions, investir là où il faut, avec efficacité, etc., etc. Tout ce qu'on observe, n'est-ce pas, en ce moment. Donc, une fois qu'ils ont dit ça, on peut leur dire, mais et vous, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous savez quoi faire pour ralentir ces changements climatiques? Et là, les questions deviennent difficiles et les réponses encore plus. Moi, ce que je constate le plus souvent, c'est que les gens disent « mais oui, je fais quelque chose, je trie mieux mes déchets, etc. » En quoi le tri des déchets concourt au changement climatique? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Difficile. Mais
une fois sorti de ce genre de réponse un peu classique, on a un peu de mal à engager une vraie discussion sur la capacité de chacun à son niveau à agir. Ce qui veut dire que tout ça milite pour dire il faut vraiment qu'on fasse un effort d'information, de vulgarisation vers le grand public. Ça, c'est vraiment un message qu'en tant que président d'honneur de l'association, je tiens à vous passer parce que on a tendance à évidemment avoir beaucoup de discussions internes, on a tendance à nous adresser le plus souvent possible aux décideurs, qu'ils soient politiques ou autres, à prendre les bonnes décisions, mais je pense que pas assez souvent on fait l'effort d'aller vers le grand public pour expliquer tout ce qu'il y a à expliquer. Alors, je ne vais pas vous faire la honte de vous réexpliquer l'augmentation de l'effet de serre, vous le savez bien comme moi. Et par contre, je voudrais dire un mot de l'objet de cette université d'été, puisqu'on a choisi ce thème avec quelques-uns parmi vous, parce que, alors ça a été un peu l'actualité de l'année, mais au-delà de ça, on savait bien depuis longtemps que les océans avaient un rôle important dans les équilibres entre le climat, l'énergie et tout ce qui se passe dans les océans. Mais on avait vraiment besoin d'approfondir ces questions-là. Alors certes, on sait que le rôle est important, hein, on nous a dit 90% de l'excès de chaleur produit par l'humanité depuis le début de la période industrielle a été absorbé par l'océan, à peu près un quart de l'excès d'émissions de CO2. Donc ça, une fois qu'on sait ça, on imagine évidemment que le rôle de l'océan est important. Mais ça a des conséquences. Et puis, c'est pas le seul effet. Dès qu'on descend dans le niveau de détail, on comprend bien d'autres choses et on a commencé depuis hier à apprendre des choses très intéressantes et très importantes. Mais on va encore approfondir la question d'ici la fin de la semaine. Et il apparaît d'ores et déjà qu'on est tombé pile sur un sujet très important pour nous. On est tombé pile sur le bon lieu pour étudier la question, puisqu'on dispose à Brest d'experts éminents du sujet. Donc vraiment, je crois qu'on a fait le bon choix. Et d'ores et déjà, mais je le redirai d'ici la fin de la semaine, on remerciera très chaleureusement tous les conférenciers qui se sont succédés, qui vont continuer à se succéder, parce que vraiment, on a déjà appris des choses importantes et intéressantes. On a beaucoup parlé de CO2 depuis le début de la semaine. Je voudrais quand même, vous connaissez ce schéma-là, c'est la proportion de gaz à effet de serre mondiaux. Juste pour rappeler que, attention, on parle beaucoup de CO2 et c'est tout à fait normal, c'est les 3/4 des gaz à effet de serre, mais derrière, il y a quand même le méthane qu'il ne faut pas oublier, qui a des origines agricoles pour une partie, à peu près la moitié, et une origine industrielle pour le reste. Alors, certes, là, le méthane, il est rapporté à son effet sur le climat, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier d'en parler aussi. Notamment quand on parle de l'agriculture et de sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Après, bon, il y a évidemment d'autres gaz, le N2O, encore l'agriculture, et puis ce qui reste en gaz fluoré. Mais encore une fois, attention, le CO2, c'est évidemment le sujet principal, puisque derrière, c'est toute la complexité des combustibles fossiles et de la façon de s'en séparer, mais quand même.
Quelquefois, on entend dire, je l'ai entendu ce matin, je crois, lors de l'introduction d'une présentation, la France, depuis 2015, n'a pas commencé encore fait grand-chose. Je voudrais, sans être d'un optimisme béat, je voudrais quand même montrer que les émissions globales de gaz à effet de serre de la France ont quand même un peu baissé depuis 1990, on va dire le point zéro. Alors c'est évidemment absolument pas sur la pente qu'il faudrait, là-dessus on est complètement d'accord, mais il faut quand même montrer ce graphique pour expliquer que y a quand même réellement une baisse, mais que ce n'est pas forcément les bonnes façons de tous les secteurs concernés d'attaquer le problème. Prenons par exemple l'industrie de l'énergie en bleu. Ça, c'est pas mal parce que c'est la façon de produire de l'électricité qui est en jeu et on sait très bien qu'elle a bien évolué dans le bon sens. Mais il reste quand même la transformation des autres énergies qui continue à contribuer de façon non négligeable aux émissions globales. Il y a les industries manufacturières et construction en rouge qui semblent avoir baissé beaucoup. Alors, elles ont baissé beaucoup en termes d'émissions directes intérieures. Il y a eu des actions vertueuses de certaines parties de cette industrie, il ne faut pas le nier, mais il y a un effet de la désindustrialisation française. Donc, on a exporté un certain nombre de nos émissions plutôt que de les réduire effectivement à la base. Donc ça, il ne faut quand même pas oublier de le dire et de le signaler, et on va voir que ça a des implications importantes. Sur les transports, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, même si l'introduction et le développement de la voiture électrique, et puis maintenant d'un certain nombre de véhicules légers et même de poids lourds, on voit que l'effet est quand même pas déterminant. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas du tout à la bonne vitesse. On voit que sur le bâtiment, il y a eu quand même une réduction non négligeable. Pourquoi? Parce que la construction neuve a quand même réduit l'usage. Vous savez bien qu'il est interdit aujourd'hui dans une construction neuve d'installer une chaudière au fioul ou au gaz. Donc petit à petit, il y a quand même eu des gestes qui ont été faits et qui ont permis de réduire les émissions du bâtiment. L'agriculture est un peu à la peine, même si, et on l'a vu puisqu'on a fait une université d'été consacrée aux activités agricoles quand on a été à Chinon. L'agriculture a fait des gestes, mais on voit que ce n'est pas encore un rythme suffisant. Dire tout ça, c'est commencer à expliquer que certes, il se fait des choses, mais on ne va pas du tout à la bonne vitesse correspondant aux objectifs climatiques. Et je reviens sur cette question d'export de nos émissions par le fait de la désindustrialisation. Ce n'est pas la seule raison. La désindustrialisation est effectivement en cause. Mais la mondialisation du commerce a un autre effet. On importe de plus en plus de choses, on achète de plus en plus d'objets, d'habits, etc. à l'étranger. Et tout ça contribue à augmenter ou à pas faire diminuer suffisamment vite ce qu'on appelle notre empreinte carbone. C'est-à-dire que là, on parlait d'une diminution, c'est la partie bleu clair en bas, mais les émissions indirectes provenant de ce qu'on importe, elles ont augmenté. Donc ça interroge beaucoup sur, bien sûr, la compétitivité de notre industrie, sur un certain nombre de phénomènes du commerce mondiaux, mais ça interroge aussi sur nos habitudes de consommateurs.
parce que vous connaissez comme moi l'appétence qu'on observe à acheter de plus en plus d'habits pas chers par Internet, etc., qui viennent et qui sont fabriqués dans des conditions déplorables, aussi bien pour le social que pour le climat. On sait à quel rythme on remplace nos appareils du téléviseur jusqu'au smartphone. Donc tout ça a évidemment un impact sur notre empreinte carbone. On ne peut pas l'ignorer et on est obligé, si on veut aborder tous les aspects et faire les choses sérieusement, on est obligé d'interroger nos attitudes de consommateurs. Alors, revenons au CO2. Bien sûr, l'effet de serre principal et bien sûr l'enjeu principal, c'est d'arriver en fait à se passer, comme un orateur l'a dit tout à l'heure, on n'y arrivera pas à 100%, il restera toujours du résiduel qu'on n'arrivera pas à éliminer, ça on en est bien d'accord, et il faudra le compenser par plus d'absorption de CO2. Mais il faut qu'on y arrive, et quand on réfléchit un peu, se passer des combustibles fossiles alors qu'on a toujours besoin d'énergie, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est par l'électrification d'un certain nombre d'usages qu'on va réellement s'en sortir. Et c'est absolument ça l'enjeu principal, c'est ce qu'il faut vraiment mettre en lettres d'or, se passer des combustibles fossiles et électrifier. Alors, le plus possible, évidemment, avec une électricité décarbonée. Ce qui est quand même étonnant aujourd'hui, c'est de jamais entendre vraiment les pouvoirs publics, par exemple, là je vais les cibler directement, dire que parce qu'en France on a une électricité presque totalement décarbonée, tout ce qu'on peut faire en termes d'électrification est particulièrement efficace et bien plus efficace que chez nos voisins. Sachez quand même que lorsqu'on fait 100 km avec une voiture électrique en France, si on fait ces 100 km en Allemagne en rechargeant notre voiture électrique avec de l'électricité allemande, eh bien, on émet 10 fois plus de CO2 qu'en France. Donc, l'efficacité de toutes ces mesures d'électrification est particulièrement élevée en France parce qu'on a une électricité décarbonée. Et ça, on ne l'entend pas assez, à mon avis. Ce qui justifierait d'avoir vraiment un plan très rigoureux, très ambitieux, pour réduire tous les usages de combustibles fossiles en France. Comment expliquer qu'il était encore possible d'installer des chaudières à gaz dans les constructions neuves jusqu'il y a peu de temps? Je crois que l'interdiction totale, elle remonte à quoi, 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est profondément choquant parce que les pouvoirs publics n'ont pas intégré cette qualité absolue de l'électricité française dans leurs décisions. Donc ça, il faut vraiment insister. Autre point, je parle ici de la différence entre sobriété énergétique et efficacité énergétique. Dans une civilisation où on a beaucoup d'énergie à disposition, à des prix, alors beaucoup se plaignent que l'énergie est toujours trop chère, quelle que soit l'énergie. Bien sûr, le discours sur la sobriété énergétique est compris dans le sens, ça permet d'économiser un peu sur nos factures d'énergie. Mais malgré ça, il reste pas moins vrai que prôner l'économie d'énergie reste quand même une bonne chose. Même des économies d'électricité, même si ça n'a pas du tout, évidemment, la même efficacité. Donc,
Dans nos discours, je pense qu'il faut insister là-dessus, prôner vraiment le passage du fossile, enfin je dirais des fossiles, parce qu'il ne faut en oublier aucun au passage, vers l'électricité décarbonée. Au passage, j'aime bien cette petite carte, beaucoup d'entre vous la connaissent, parce qu'elle permet vraiment de montrer combien la France occupe une place très très particulière en Europe sur la décarbonation de son électricité. Ça devrait être un atout considérable. Or, je trouve que ça n'est pas encore le cas aujourd'hui et on n'insiste pas assez là-dessus. Alors, bon, la sobriété, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lister toutes les recettes de ce qu'on peut économiser en matière d'énergie, mais quand même, il y a des gestes qui peuvent faire gagner assez facilement, au total, jusqu'à à peu près 20%. C'est une moyenne qu'on sort des études en général sur le sujet. 20% sans se priver de trop, mais quand même en étant prudent, en regardant les choses de près, en faisant des gestes, etc., etc. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément durable, et que, parce que les comportements ils peuvent se relâcher. Par contre, si ces économies d'énergie sont faites non pas par pure sobriété, donc comportement pur, mais par efficacité énergétique, donc en agissant par des moyens techniques, par exemple, sur nos consommations, exemple, isoler une maison, exemple, changer de voiture, etc., etc. Là, on peut avoir des réductions durables. Mais ça ne va pas très loin. On reste toujours dans le domaine de l'ordre de 20%. La vraie efficacité, moi j'appelle ça efficacité climatique dans mon livre, c'est de changer d'énergie. Donc, clairement, c'est changer de système de chauffage dans nos maisons, c'est changer de système de transport, donc de voiture, puisqu'on en a pratiquement tous au moins une. Donc là vraiment, quand on passe du combustible fossile à l'électricité, là on a une efficacité très importante. Surtout en France, je me répète. Donc, on a des choses à faire comprendre et croyez-moi, quand on passe un peu de temps avec un groupe d'amis, avec un voisin, etc., où on a la chance d'avoir de l'écoute et qu'on peut passer tous ces messages-là, les gens comprennent et agissent autrement. Bon, c'était l'objet de mon livre « Bonne pratique pour sauver le climat ». Je l'ai donné, ce livre, à un certain nombre de personnes que je connaissais bien et qui, à mon avis, méritaient d'être particulièrement informés sur certains sujets, puisque je voyais que par leur comportement, ils n'étaient pas forcément bien calés. Eh bien, le simple fait d'inciter une famille, c'était la cible que je me donnais dans le livre, à faire son bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur une année. Posez-vous la question, dans ma famille, voilà, quelles sont mes émissions directes? Les indirectes sont beaucoup plus difficiles à chiffrer. Mais les émissions directes, de quoi elles proviennent? Qu'est-ce qu'elles représentent? Et à quoi vous devez vous attaquer en priorité si vous voulez agir efficacement pour protéger le climat? Ça fait bouger les lignes, comme on dit. Donc, je vous le disais en introduction, j'ai une tendance quand même à dire, bien sûr, c'est normal, on attend de nos gouvernants qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'ils mènent les actions qui seront les plus importantes si on veut arriver à l'objectif. Mais attention, ne négligeons pas nos actions individuelles et essayons de diffuser autour de nous les bonnes paroles. Je termine cette conclusion par un petit couplet particulier sur nos achats, notre alimentation, nos comportements devant
l'informatique, les réseaux sociaux, etc., etc. Autant d'objets, rien que moi tout seul, j'ai un ordinateur, j'ai une tablette, j'ai un smartphone. Vous multipliez ça par le nombre de personnes dans la famille, c'est plus négligeable, quoi. Donc, attention. Et j'avoue que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à ce sujet que je ne connaissais pas bien, à savoir l'impact de notre alimentation sur nos émissions directes de gaz à effet de serre. Et là, on découvre des trucs très étonnants, quoi, hein. Vous achetez 1 kilo d'haricots verts produits chez le petit gars du coin, ou vous achetez 1 kilo d'haricots verts produits au Kenya, emballés sous plastique, transportés par avion jusqu'en France et présentés devant vous au marché ou dans un beau magasin. La différence de contenu carbone de ce kilo de haricots verts, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Bon, il y a comme ça des points de comportement qu'il faut corriger. Donc voilà, on a expliqué tout ça dans nos beaux livres. Ils sont en vente et ils vous permettent de diffuser la bonne parole. Je vous recommande de bien les utiliser. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif pour toutes celles et ceux qui connaissaient déjà bien le sujet. Mais j'avais quelques messages à passer quand même. Bon. Y a-t-il des questions? On a le temps? On a le temps, largement de questions. Donc, Maître Liard. C'est pour revenir à votre tableau où il y avait un histogramme avec le gaz à effet de serre, avec, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques. Donc, c'est calculé comment? Est-ce que c'est calculé également celui-là? Les gaz pour la construction de ces panneaux photovoltaïques, le transfert, etc. Parce que seulement en installation, il faut installer. Est-ce que tout ça est pris en cause? Parce que là, c'est faussé, forcément. Alors, ça, pardon. Donc ça, c'est effectivement un tableau de chiffres. C'est le contenu carbone du kilowattheure produit par chacun de ces modes de production. Et dans le calcul de kilowattheure produit, il est pris en compte, alors évidemment pas pour le photovoltaïque qui n'émet rien directement, il est pris en compte tout ce qui est émis pour la fabrication de l'appareil ou des machines, etc. Pour une centrale nucléaire, par exemple, on prend en compte la totalité des coûts de production des aciers, des cuivres, etc., des bétons et tout. Et c'est ramené au nombre de kilowattheures produits pendant la durée de vie de l'installation. On prend en compte également le traitement des déchets, le démantèlement, etc. Pour certaines filières, comme vous citez le photovoltaïque, là il y a des incertitudes parce que l'effet, la production de gaz à effet de serre pendant le retraitement n'est pas encore connue avec suffisamment de précision pour réduire l'échelle d'incertitude. Mais là, vraiment, tout est pris en compte pour le fonctionnement, la construction et l'investissement de départ et la déconstruction, la fin. Donc c'est l'ensemble du cycle de vie, si vous connaissez ce terme. La biomasse, ça me paraît un peu important. Avec la barre de la biomasse me paraît un peu longue. Oui, parce que, si tu veux, là, c'est de la biomasse pour produire de l'électricité. Hein. Ce n'est pas de la biomasse pour produire de la chaleur. Hein. Donc, une centrale à biomasse, tu sais comme moi que bon, c'est quand même une grosse installation. La biomasse en question, il faut la récolter, il faut l'acheminer à la centrale. En général, c'est par camion, malheureusement.
Bon, il y a un certain nombre de choses qui expliquent le chiffre. Bon, malgré tout, tu vois bien, on est dans les 200 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça reste quand même, entre le renouvelable pur et le fossile, ça reste quand même un intermédiaire pas si mal placé que ça, mais pas suffisant, on est bien d'accord. Et entre nous, pour être encore plus précis et direct, produire de l'électricité avec la biomasse, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je ne recommande pas forcément, parce qu'il y a bien d'autres moyens de produire de l'électricité décarbonée. Et je pense que l'exploitation de la biomasse, forestière par exemple, doit être plutôt orientée vers la production de chaleur, donc le chauffage direct, pourquoi pas, mais aussi la production de matériaux, puisque là, en plus, on a le double effet. Si la forêt est bien exploitée, le bois est renouvelé, c'est déjà ça. Mais si le bois est utilisé comme matériau de construction, il stocke du carbone pendant toute la durée de vie du bois d'œuvre, quoi. Donc là, ça devient intéressant. Donc il y a d'autres usages de la biomasse qui me paraissent bien supérieurs, bien plus efficaces à la production d'électricité. Si je peux me permettre, dans l'autre graphe, là, celui qui superpose les modes d'énergie, tu as un truc qui est en négatif, là, que tu appelles oui. TACF. C'est l'usage des terres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait le bilan des émissions directes d'un pays, on s'intéresse évidemment aux émissions directes, mais on s'intéresse aux puits de carbone. Et donc, les puits de carbone, c'est ce qui est représenté en vert. Et tu vois, je ne sais pas si c'est l'objet de ta question, ces puits de carbone se sont affaiblis ces 10 à 15 dernières années. Pourquoi ? Ça provient de la dégradation des forêts, ça provient d'incendies de forêt, c'est l'exploitation des terres, peut-être des forêts, peut-être qu'elle a été un peu trop rapide, mal maîtrisée. Bon, après, honnêtement, il y a des scientifiques qui travaillent beaucoup sur le sujet parce que l'évaluation même de ces puits est quand même assez délicate, hein, il faut reconnaître. Mais il est vrai que ce puits s'est affaibli ces dernières années. Et puis, pour la courbe qui est tout en haut, là, donc c'est les traitements centralisés des déchets, c'est ça ? Ouais. On a l'impression que ça évolue pas. Ça a diminué hein, quand même. On voit moins l'épaisseur du trait là, mais ça diminue quand même. Pourquoi ? Parce que tu sais que dans les usines d'incinération d'ordures ménagères, en fait, on prend... il me semble que c'est fixé, je dirais, de façon un peu arbitraire. On dit qu'une partie est constituée d'énergie, c'est considéré comme une énergie renouvelable, et le reste est considéré comme de l'incinération pure de matières qui produisent du CO2. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est les pratiques de tri. Oui. Ça a un impact positif, non ? Oui, encore une fois, l'épaisseur du trait, elle diminue. Et le recyclage, puisque ce qui permet de diminuer aussi l'incinération, c'est évidemment le recyclage. Mais le recyclage, il faut vraiment le développer énormément avant d'en voir beaucoup d'effets, quoi. Juste un petit commentaire. L'apportée du prix des déchets, on élimine par définition les combustibles, papier et plastique, des déchets incinérés. Oui. Le résultat, je parle en connaissance de cause de deux installations connues de chez moi, c'est qu'on a été obligé de mettre du fioul pour arriver à faire rouler les déchets, ce qui est en fait opposé au bénéfice qui était escompté au départ.
Oui, oui, c'est tout à fait exact. En fait, les UIOM, industries ordures ménagères, ont eu des difficultés à entretenir la combustion de ce qui leur arrivait. Parce qu'on a sorti ce qui facilitait la combustion. Ce qu'il faut aussi savoir par ailleurs, c'est que le recyclage de papier, de carton, etc., utilise des procédés quelquefois polluants, quelquefois émetteurs de gaz à effet de serre eux-mêmes, et on arrive même dans certains cas à ce que des papiers ou des cartons recyclés soient pas très loin en termes de contenu carbone par unité de masse du papier ou du carton neuf, quoi, provenant directement de la pulpe. L'efficacité va rester à démontrer dans la durée. Hein. Moi, je vais faire un commentaire sur la façon de présenter au public ces différentes mesures. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la France ne représente que 1% de la population mondiale, pas autant des émissions, et donc il ne faut pas laisser croire au public que même de ramener à zéro cette courbe changera quoi que ce soit aux évolutions du climat aujourd'hui. Donc, au niveau de la présentation, il serait mensonger de leur expliquer ça, et je pense que dans votre présentation, il y a un petit quelque chose à faire pour éviter cet écueil qui pourrait paraître un petit peu abusif vis-à-vis de la situation d'ailleurs. Je te rassure, la question vient vite en général. À ça, il y a plusieurs réponses. Moi, ce que je réponds en général, c'est d'abord, il faut avoir en tête que même si l'Europe aujourd'hui, je ne connais plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 10% des émissions mondiales. Mais l'Europe, c'est 25% des émissions historiques mondiales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en Europe que la civilisation industrielle a démarré plus tôt. Et que, donc, notre contribution n'est pas aussi négligeable qu'il y paraît. On cite souvent la Chine, évidemment, qui est le plus gros émetteur de CO2 de la planète. Oui, mais ils ont démarré plus tard. Donc, il faut bien prendre en compte ces effets-là, parce que, bon. Après, deuxième, mais là, c'est un débat presque philosophique. Qui on attend pour tirer en premier? Est-ce qu'il faut se dire, c'est aux plus gros émetteurs d'aujourd'hui de montrer le chemin et puis on verra ce qu'ils feront et nous on fera après? Ça me gênerait beaucoup de dire ça quand même. Parce que beaucoup de gens s'imaginent, vous le savez peut-être, que la Chine, qui est le plus gros émetteur, ne fait rien pour réduire ses émissions. C'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Ceux qui connaissent bien la situation de la Chine, son économie, sa stratégie, etc., notamment en matière d'énergie, savent qu'ils font des efforts énormes. Alors, ils ne le font pas forcément que pour les effets sur le climat. On sait très bien que s'ils diminuent leur consommation de charbon, c'est aussi, voire surtout, pour diminuer la pollution en ville. Et il faut en voir les faits. Hein. Vous allez à Pékin aujourd'hui, ça ressemble plus du tout au Pékin qu'on a connu il y a 20 ans, hein, à 15 ans. Donc voilà, il n'y a pas de réponse parfaite à cette question, hein, je suis d'accord. Je devrais probablement en parler plus spontanément, mais la question vient vite, hein, croyez-moi. Henri. Oui, effectivement, c'est un débat qu'on a souvent l'un et l'autre, on parlait de l'association. Le message principal qui avance, approche-toi, oui. Le message principal, c'est sobriété, faisons attention, et puis l'amplification des usages. Nos problèmes, c'est sûr. Mais puisque
le CO2, encore une fois, ignore les frontières. Donc, un autre message complémentaire pourrait être poussé en avant par l'association, qui est mondiale de se faire entendre, un spectacle connu. Ce message, c'est coopérons avec d'autres pays pour éviter des émissions chez eux, qui seront beaucoup moins coûteuses, qui sont de éviter, que ce qu'on nous oblige à faire par des réglementations qui ne calculent même pas quel est le coût du CO2. La tonne de CO2 évitée. Le rapport entre ce qu'on peut éviter en Afrique, en sorte que je ne peux pas parler des groupes électrogènes par de l'électricité photovoltaïque et des batteries, un coût là où le coût comment ça s'appelle, le coût dual, le coût obligé de l'isolation, quelquefois, donc c'est un rapport de réalisme. Donc c'est vraiment de l'argent foutu en l'air. Et en plus, si on peut coopérer avec les pays d'Afrique, ça crée des relations. On va me dire, c'est foutu l'Afrique, bon, c'est pas vrai, on va dire un jour, et puis il y a le Nord, et puis il y a le Congo, et puis il y a l'Afrique francophone, enfin bon. Et le Maghreb, ça fait partie du problème, en tout cas. Donc il y a du boulot, il y a un message à passer. Et moi, personnellement, je récuse des émissions derrière. Bien sûr, on a touché du CO2 plus que les autres, mais aux autres, on a apporté beaucoup de progrès techniques, on a apporté des progrès. Si on veut faire un bilan général, c'est impossible. Hein. Voyons le futur. Voilà. Donc là, vraiment, je regrette que notre association ne pousse pas ce message avec le message principal. Moi, j'ai posé la question directement à la que je connais bien, de l'énergie, et mais en vrai, on ne pense qu'à ça. Il y avait ce qui se fait maintenant, peut-être c'est les chiettes, des programmes de coopération qui est écrit sur la suite de l'article 6.5 de l'accord de Paris. Mais si l'on regarde comment c'est une complication, ça c'est un point trop de police. Ça sera avec des comités directeurs, des comités de surveillance, des comités techniques, des solutions. Et il faut que ce soit plusieurs pays ensemble. C'est invitable. Ça sera prévu avec non, une coopération, quelques pays. Oui, mais voilà. Bon, c'est un sujet qu'on a. Il y a un truc à faire, et moi je suis pas maître en agir. C'est un sujet qu'on a évoqué souvent ensemble. Alors, il y a là aussi une petite composante philosophique dans la réponse. Bon, bah oui, mais c'est quand même bien chez nous qu'il faut peut-être faire l'effort en priorité. Bon, ça, je le comprends. Alors, c'est là que ça justifie toute la complexité du dispositif, parce que je suis bien placé pour le connaître, ce dispositif, et en connaître la complexité, puisque j'ai eu moi-même à préparer un dossier pour faire accepter un investissement dans un barrage hydroélectrique, pour tout dire, dans un pays très pauvre, et on pouvait attribuer une partie de l'investissement, pas la totalité, une petite partie même, justement à une œuvre en fait de réduction d'émissions dans le pays, puisque ce pays utilisait des combustibles fossiles. Donc c'était tout à fait justifié. Mais tu as raison de citer la complexité du dossier, parce que il fallait prouver en fait à l'administration qui gère tout ça, qui dépend de l'ONU, que sans cet investissement, le pays n'aurait pas fait ce progrès, cette réduction d'émissions. Il fallait, voilà, c'est l'additionnalité et bien d'autres complexités. Et je m'en suis occupé pendant 2 à 3 ans. Le truc est parti après, dans le grand tremblement. Et je n'ai même jamais su si finalement il avait été accepté. Je crois que oui, mais pas avec l'ambition qu'on voulait y mettre. Mais Claude, il faut agir sur le point que tu as dit, c'est la complexité.
sur la complexité. Trouver de nouvelles procédures. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est intelligent de faire comme ça, mais la complexité, je ne sais pas procédure. On va devoir clore le débat.